Bonjour à tous, bienvenue dans ce top 10 des films de 2018. Qu'est-ce qu'on veut dire par les films de 2018? C'est simplement les films qu'on a pu voir nous cette année au cinéma. Et par contre, n'ayez pas peur si vos films préférés sont pas dedans, c'est parce que c'est nos avis personnels, hein. Vous pouvez très bien avoir un avis différent. Voilà, on prétend pas que les films dont on va parler sont les meilleurs, c'est vraiment nos préférés. Si vous avez d'autres films qu'on n'a peut-être pas cités, n'hésitez pas à les mettre en commentaires. Voilà, comme ça on pourra peut-être les regarder, on les a peut-être pas vus. Bon, vu qu'on est 3, on a fait un classement commun de la 10e à la 4e place. Et à la fin, pour le podium, chacun dira son top 3 de ses films préférés de l'année 2010. Alors pour commencer ce top 10, à la 10e place, on retrouve Black Panther de Ryan Coogler, qui était sorti en février, si je dis pas de bêtises. Et ce film, il a été vraiment incroyable, parce que ça change de tous les films de super-héros qu'on peut voir habituellement. Il a vraiment révolutionné un peu le genre, et puis en termes de casting, en termes de scénario, de visuel, tout était vachement audacieux. Et ça a un peu révolutionné la vision des gens sur le genre super-héroïque. Et rien que pour ça, il mérite une bonne 10e place. En 9e position, c'est The Greatest Showman, réalisé par Michael Gracie. La BO est magnifique. Personnellement, j'ai adoré et je l'écoute encore aujourd'hui. Même l'histoire est top. Enfin voilà, moi je me suis vraiment retrouvé dans ce cirque des années, je sais plus combien, mais en tout cas, c'était top. Puis voilà, comme dit, Hugh Jackman, Zac Efron. Zendaya et Michelle la Williams et la Rebecca meuf. Ferguson. Oui, et la meuf avec la barbe aussi. Celle-là était jolie. En 8e position, nous avons mis Cold War de Paweł Pawlikowski, qui est le réalisateur qui a notamment fait Ida, qui est le film qui avait remporté l'Oscar du meilleur film étranger il y a quelques années. Et cette année, il revient avec un film, une histoire assez romantique filmée en noir et blanc, qui se passe en Pologne pendant les années, je crois les années 30-40. C'est ultra bien réalisé, l'histoire est très touchante et une grosse performance de la part des deux acteurs. Le film devrait d'ailleurs être nominé aux Oscars de meilleur film étranger, on l'espère. Et on souhaite que du bonheur à ce genre de bon petit film. En 7ème, Ready Player One. Alors ça, c'est un film que personnellement j'attendais beaucoup, parce qu'il y a la DeLorean dedans, hein, ça on va pas se le cacher. J'aurais voulu le placer plus haut à la base, vraiment, pour moi ça aurait pu être le top 1, mais je ne l'ai pas trouvé assez ouf. Il est vraiment stylé, il est vraiment cool, l'histoire est vraiment bien, mais il manque quelque chose pour qu'il soit encore mieux. Alors il mérite sa place dans le top 10, hein, ça c'est sûr, parce que voilà, effet visuel, Steven Spielberg, c'est vraiment une tuerie, on est dedans quoi, on est dedans, c'est vraiment bien pour la pop culture, de belles références, enfin il y a des références tout le film, c'est un film qu'il faut voir. Après voilà, personnellement j'étais peut-être un petit peu déçu, ils auraient pu aller encore plus loin sur, je sais pas, sur 2-3 aspects même de l'histoire ou de la bataille finale qui pour moi est un peu trop genre coucou on fait une bataille. Mais franchement voilà, c'était un super bon moment de cinéma. En 6e position, on retrouve Black Landsman de Spike Lee, donc un film qui a été beaucoup attendu, il était notamment à Cannes et ça reste une des grosses surprises de cette année, une histoire très très forte avec un peu ce côté un peu comédie qu'on retrouve dans les films de Spike Lee, mais toujours appuyé par le drame et par un message politique très fort. Un film très intéressant, souvent mis en parallèle d'ailleurs à la fin du film. On le voit, il est mis en parallèle avec les violences qu'il y a eu à Charlottesville. Donc un très beau film, très beau message et c'est un film à voir. 5ème place, on retrouve The Shape of Water de Guillermo del Toro qui avait gagné l'année dernière l'Oscar du meilleur film. Et bon voilà, Guillermo del Toro, il a déjà fait ses preuves, il a vraiment son style bien particulier, bien à lui, qu'on retrouve dans beaucoup de ses films, la plupart de ses films. Et vraiment, ça a été une grosse claque visuellement, en termes de scénario. Vraiment, il maîtrise son sujet de A à Z et ce film a été vraiment incroyable. Il mérite totalement son Oscar qu'il a eu l'année dernière. Et moi, j'ai vraiment bien aimé, donc il mérite largement sa 5ème place. Numéro 4, Infinity War. Gros film que tout le monde attendait cette année parce que ça faisait 10 ans que le MCU avait été lancé avec le premier Iron Man. Et là, vraiment, de faire ce Avengers 3, c'était le 3e, c'est ça, ouais. De faire ce film avec... on peut même pas citer le casting tellement il y avait de gens. Mais c'était juste ouf, on se prend une claque visuellement, même au niveau de l'histoire, on s'attend pas forcément, pour ceux qui n'y connaissent rien, on s'attend pas du tout à la fin et on reste sur la fin. On va pas spoiler, mais voilà, franchement le film est top, c'est tout ce qu'on veut voir quoi. Et c'était vraiment un très bon Marvel et qui donne vraiment envie de découvrir cette année la suite. Qui sera Avengers 4 et c'est Endgame. Ça donne juste envie. Donc maintenant le top commun est fini, on va passer au top 3 personnel. Donc chacun va présenter ses 3 films préférés de l'année et on va expliquer pourquoi on les met à cette place là. Alors pour mon top 3, à la 3ème place, j'ai mis First Man de Damien Chazelle parce que déjà j'adore ce réalisateur, j'ai découvert sa filmographie très récemment avec La La Land, Whiplash et tout ça. Et vraiment ce film je l'attendais
parce que j'étais curieux de voir ce qu'il pouvait faire, étant donné que ses 2 derniers films c'était sur le thème de la musique. Et là, il passe sur un thème qui est complètement différent, vu que c'est un biopic sur Neil Armstrong, premier homme qui a marché sur la Lune. Et c'est intéressant de voir comment il a réalisé ce film, parce que il arrive à nous raconter une histoire que on connaît un petit peu de loin, mais là vraiment il raconte une histoire qui est humaine, profondément humaine, et il arrive en plus à intégrer la musique au cœur de son histoire, et ça c'est vraiment impressionnant. Les images sont sublimes, la bande sonore elle est incroyable, et puis ça a été une des grosses claques de l'année pour moi. En troisième position, alors pour moi je mettrais Roma de Alfonso Cuarón, donc un film très touchant sur une nourrice, sur un film un petit peu autobiographique sur la nourrice de Alfonso Cuarón. Il voulait rendre hommage à cette nourrice qu'il a élevée presque plus que sa mère, et il rend ça très très bien avec une mise en scène parfaite, des mixages et des montages sonores, je le dis souvent, mais c'est très important dans un film, le son, qui sont exceptionnels. On entend absolument tous les bruits ambiants, et ça projette l'immersion dans le film encore plus qu'habituellement. On retrouve beaucoup de plans séquences, comme aime le faire Cuarón dans Les Fils de l'Homme, beaucoup de plans séquences similaires, et des acteurs exceptionnels, et un film très touchant à voir. Il est sur Netflix en plus. Pour la 3e place de mon podium, j'ai mis Spider-Man New Generation, un des derniers films qu'on a pu aller voir au cinéma. Et celui-là, c'était vraiment super cool, ambiance bon enfant, on retombe comme dit en enfance. L'histoire est sympa, mélanger des univers, c'est vraiment cool. Puis c'est un dessin animé qui est super bien foutu, il est super joli. Il y a des plans parfois où vraiment c'est au ralenti dans la ville, et il y a des lumières, les couleurs, on s'en prend plein la vue tout le long du film, c'est top. Au début on est peut-être un peu dérouté par l'aspect comics, mais franchement après c'est normal. Et ce film est top. En 2e position sur mon podium, j'ai mis Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Petite anecdote, je l'ai vu dans l'avion, donc voilà, c'est pas les meilleures conditions pour le découvrir, mais le film a vraiment été incroyable, je l'ai revu il y a pas longtemps. Et il mérite largement une 2e place, parce que la réalisation de Martin McDonagh je trouve elle est fantastique. Les acteurs sont parfaits. Frances McDormand qui a eu d'ailleurs un Oscar pour son interprétation. Woody Harrelson, j'adore cet acteur, et le retrouver dans ce rôle c'est vraiment fou. Et Sam Rockwell qui est incroyable aussi. Je dis que ça pour tous les acteurs. Je crois qu'il a reçu un Oscar, je suis pas sûr. Puis le scénario nous surprend à chaque fois un petit peu plus au fur et à mesure que le film avance, parce qu'il y a vraiment des retournements de situation, des évolutions de personnages qui sont vraiment bien foutus. C'est très bien écrit et j'adore ce film. Et en 2e position, je vais mettre A Star Is Born de Bradley Cooper, et quelle claque c'était ce film. Donc je suis pas un fan absolu de Lady Gaga en termes de musique, j'aime bien, mais voilà. Et j'ai vraiment trouvé qu'elle avait une espèce de don en tant qu'actrice. Bon, j'ai pas regardé American Horror Story dans laquelle elle a joué, mais franchement assez impressionné. La mise en scène de Bradley Cooper commence à trouver une identité. Il avait fait d'autres films auparavant, je crois. Et là, on a vraiment quelque chose de très touchant et très impressionnant sur certaines scènes, notamment la scène d'intro qui m'a marqué beaucoup, où on voit cette espèce de grande scène avec tout ce public, et Bradley Cooper qui fait quelques riffs de guitare, et c'est assez impressionnant. On a cet univers rock'n'roll très présent dans le film, et à voir absolument, c'est un film incroyable. C'est lui qui chante. Ouais. En top 2 pour moi, j'ai mis Ghostland de Pascal Laugier, qui a fait Martyr par exemple. Et je me souviens que j'ai vu l'affiche et je me suis dit putain c'est quoi cette merde. Vraiment j'ai vu l'affiche, j'ai fait oula ça a pas l'air T'as ouf. fait Mylène Farmer. Non mais ouais, je me suis dit what. J'ai regardé le trailer et j'ai fait quoi, un film d'horreur et Mylène Farmer en même temps? C'est pas possible. Il faut voir ça. Ouais voilà, c'est pas possible. Je veux dire, moi je m'attendais à ce qu'elle chante Désenchantée tout le long, ou je suis un garçon, enfin bref, on verra. Et ce film était vraiment très cool. Pour moi, dans Ghostland, il y a 2 parties. Il y a la première heure où ça va être de l'horreur plutôt épouvante, angoisse, et la 2e heure qui va être plutôt de l'horreur mais style psychologique, comme un thriller ou un truc dans le style. Et je trouve qu'il y a cette cassure au milieu qui remet en question un peu la place du spectateur et qui se dit waouh, mais je regarde quel film là, je ne sais plus trop où je suis. Et le twist par exemple n'est pas du tout à la fin mais en plein milieu du film. Et enfin je veux dire c'est super cool, c'est complètement déstabilisant, et c'est ça qui est vraiment un peu novateur dans ce film, et je l'ai adoré, j'ai juste envie de le revoir. Ce qui était très intéressant dans ce film, c'était qu'on avait d'un côté la terreur qui était paranormale et qui disparaissait pour laisser place au normal qui devenait la terreur en fait. Il y a même certaines choses qui personnellement au début du film m'effrayaient, avec des poupées ou des objets, et à la fin du film, vu que c'est plus le même type d'horreur, on en vient même à
à aimer que cette poupée soit là. On est en mode j'espère qu'elle est là pour pouvoir aider le personnage en fait. Enfin bref. Maintenant, avant les top 1, on va passer aux mentions pas très honorables. C'est-à-dire les films qu'on voulait qu'on est allé voir, qu'on attendait un petit peu, mais qui sont pas ouf. Qui se sont bien viandés, qu'on a bien été déçus en les voyant. Bah, on va commencer par la plus grosse, je pense, déception de l'année en termes de films de super-héros, c'est Venom. Voilà, Venom, qui était pas très bien. Qui Donc, était pas bien. voilà, était pas bien du tout même. C'était pas bien. On peut se le dire, je pense que si vous l'avez vu, vous l'avez aussi remarqué, qu'il manquait une demi-heure de film. Ouais. En Le plein film- milieu. En On plein manque une milieu. demi-heure, en plein milieu. Au bout de 1h20, le film s'arrête complètement et laisse place avec les scènes post-génériques qui montraient Spider-Man New Spider-Man Generation. New Generation, voilà. Et on comprend pas trop et on se dit mais attends, ça coupe assez tôt, ils auraient pu continuer, mais ils auraient pu même rajouter autre chose au milieu, ce qui d'ailleurs est le cas en fait. Et C'est dommage. Du coup, pour ceux qui l'ont vu, il y a des scènes à la toute fin du film où là on a Eddie Brock qui parle à Venom et qui apprend à être sociable. Et ben ces scènes-là, elles ont été mal cutées au montage, elles ont été rajoutées un peu n'importe comment. Elles devaient être à la base au milieu du film. Et en fait, elles ont été vraiment rajoutées à la fin en mode on les rajoute. C'était vraiment très mal fait. Du coup, Venom, belle déception de cette année. Et, du coup, on espère qu'il n'y aura pas de suite. Mais il y aura une suite. Ouais. Alors, non, en vrai, la suite peut être bien pour ceux qui ont vu la scène Oui. post-générique avec Carnage, ça peut être très intéressant, je vous dire aussi. Deuxième belle déception de cette année, c'est Jurassic World Fallen Kingdom, donc la suite de Jurassic World, qui était sortie en 2015, il me semble. Et du coup, pareil, une belle déception parce qu'on s'attendait à un truc sympa. Déjà que le premier, on va dire, il était bien, mais sans plus quoi. Et là, ils nous ont Celui-là fait était une. pareil. Ouais. Voilà, c'est vraiment on en fait un autre. C'est pas nécessaire, mais ça fait du fric quoi, donc go. En gros, à la base, cette nouvelle série Jurassic World part d'un scénario de Jurassic Park 4 qui a jamais vu le jour parce que Steven Spielberg trouvait qu'il était pas bien ce scénario, donc ils ont arrêté le projet. Et je pense que là, récemment, avec Jurassic World, ils se sont dit, on va reprendre un peu le scénar. Et le problème, c'est que le scénario était basé pour un film, et là, ils sont en train de l'étaler sur 3 films. Et du coup, le scénario de base, qui n'a jamais vu le jour, était les dinosaures, c'est cool, on en fait des hybrides, on les vend au plus offrant et ça donne des guerres de dinosaures. Et si on regarde les Jurassic World, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le 1, c'était les dinosaures, on en fait des hybrides. Dans le 2, on les vend. On peut croire que dans le 3, il y aura peut-être des guerres de dinosaures. C'est peut-être ce qui peut C'est arriver. un peu le syndrome Ça du peut être Hobbit, cool, quoi, ça hein. peut être cool. C'est ça. On prend un film pour raconter un truc qui tiendrait parfaitement en main. Et totalement. La première partie qui se passe sur l'île est assez intéressante, ça va. Oui, mais, c'est vrai. Mais bon, la deuxième Et partie, quand on est dans un manoir, ouais, il se dans passe Le rien. manoir, ça devient un film C'est un peu d'horreur. incohérent. Voilà, c'est ça. C'est même pas vraiment un film d'horreur. Moi, je m'attendais que ce soit vraiment un film de dinosaures d'horreur, Ouais. mais au final, il n'y a rien du tout. Et puis on peut le dire qu'il y a un pépé là, on sait pas ce qu'il vient foutre ici. Moi je pensais que le pépé était dans le 1. C'est un peu nulle part. ouais, Il c'est est ça. même pas Ils dans sont le 1, trop ce pépé, expliqués, là. il est là. Et puis c'est bien. Bon, enfin bref, en tout cas, pas ouf. Mais Ouais, bon, ça. il faudra voir le troisième qui Voilà, sortira. on On passe au troisième film pas très honorable, et ça c'est une grosse déception, c'est The Nun, ou La Nonne en France. Belle déception de cette Mais c'est année. con, ça part d'une super bonne intention, n'est-ce pas Florian? Ah, The Nun, c'était le personnage stylé dans Conjuring 2. Vraiment le personnage de la nonne qui prend possession des pauvres victimes. Là. Et ils se sont dit, on va faire une origin story sur ce personnage. Très bonne idée en soi. C'est vrai. Mais Ils avaient fait pareil pour Annabelle. Annabelle. C'était C'était sympa, bien, sans sans plus. Voilà. Mais là, en fait, ils ont pris le personnage qu'on a tous aimé dans Conjuring 2 et ils l'ont détruit dans Oh la là. nonne. Oh. Et c'est dommage parce que le personnage est cool et je crois que c'est un peu le problème quand ils veulent donner des origines à un personnage que tout le monde aime. Bah, en fait, on sera forcément déçu parce qu'on En s'imaginait fait, pas ça. Il est cool, mais il était cool parce qu'on connaissait pas. C'est ça qui était cool. Du coup, on pouvait chacun Voilà. s'imaginer ce qu'on Ouais. voulait. C'était ultra mystérieux. C'est comme quand, je sais pas, quand tu lis un livre, c'est peut-être con comme parallèle, mais quand tu lis un bouquin, vu que t'as pas les images ni le son, et ben t'as plus de facilité à imaginer et du coup tu trouves ça un peu plus intéressant qu'une image qui te décrit tout et qui te casse un peu ton imagination. Le petit souci dans ce film, c'est que comme dit précédemment, la nonne elle fait peur, elle fait flipper, c'est un démon, il est censé prendre possession de ton corps. Du coup, il n'y a jamais vraiment de contact physique entre les personnages. Et là, donc contrairement aux autres films, hein, et là dans ce film, on en vient à une scène où la nonne se bat au corps à corps avec l'actrice. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Ils s'étranglent, ils se mettent des coups de poing. On se croirait dans Fast and Furious là. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Fast and Furious. Non, dans un film d'action. Et ça, franchement, c'est plus horreur, c'est Scary Movie en fait. Enfin, je veux dire, C'est plus drôle que C'est drôle parce que c'est ridicule. Voilà, c'est ça. voilà, c'est vraiment dommage. C'est dommage, il y a un potentiel incroyable sur ce personnage. C'est ça. Mais bon, c'est pas James Wan qui a réalisé le Ouais, produit. c'est ça.
Il l'a produit, mais de très loin, je pense. Oui, il a donné l'argent, il a fait. Il était là-bas dans sa chambre, il a fait. Faites-le ça. Et maintenant, on passe aux mentions honorables. Voilà, donc ça, c'est des films qu'on n'attendait pas nécessairement, mais qu'on allait voir et au final, on a été agréablement surpris. On peut citer parmi eux Overlord, qui a été une très bonne surprise. Moi, je ne l'attendais pas spécialement, donc je les ai suivis pour le Je voir. pensais que c'était un navet personnel. Quand tu le vois, la bande-annonce, tu penses Oui. que c'est encore un de ces films avec zombies et tout. Ça fait un petit peu film direct ou DVD qu'on oublie très rapidement, mais finalement, non. Enfin, moi, j'ai été très surpris parce que l'histoire tient debout, sans être révolutionnaire, hein, mais on passe un bon moment finalement. C'est vraiment c'est divertissant. Dans les mentions honorables, on peut aussi mettre une des grosses claques de l'année pour beaucoup de gens, c'était Hérédité, un film d'horreur psychologique très bien filmé, un peu dans les pattes de ces vieux films d'horreur à l'Exorciste, tout ça. Incroyable, franchement, j'ai rarement été autant dans un film, autant perturbé par un film que devant Hérédité, donc absolument voir. Un petit shout-out pour des films que j'ai vus cette année, des films indépendants qui n'ont pas vraiment marché, comme Eight Ray, vous verrez l'affiche, Searching, et The Guilty, et je pourrais mettre aussi Live No Grace. Donc 4 films très intéressants qui n'ont pas demandé beaucoup de budget, mais qui au final rendent très bien, qui auraient mérité d'être dans ce classement. Et maintenant, on passe au top 1. Donc, quel a été le meilleur film personnellement pour nous trois? Enfin, pour nous trois. Chacun a eu son coup de cœur de l'année. On précise que tous les films qu'on mentionnera dans nos tops respectifs, on les a appréciés mutuellement, mais on ne voulait pas les mettre deux fois. Donc là, on est plutôt d'accord avec nos tops respectifs. C'est ça. Donc mon film préféré de l'année 2018, donc mon top 1, c'est Bohemian Rhapsody de Bryan Singer, qui retrace l'histoire de Freddie Mercury, à partir du moment où il a commencé à être connu jusqu'à sa mort en 91, il me semble. Voilà, donc moi je suis un fan de Queen depuis que je suis tout petit, et là vraiment avec ce film j'ai redécouvert les morceaux, l'histoire de Freddie Mercury, l'histoire du groupe Queen en général, hein. Et tout dans ce film m'a fait plaisir en tant que fan de Queen. Les musiques, l'alchimie qu'il y a entre les acteurs et du coup les membres du groupe. Ce que j'ai trouvé incroyable aussi, c'est à quel point ils ont réussi à trouver des acteurs qui ressemblent aux membres du groupe original. Et puis ils sont tous très doués en tant qu'acteurs. Mention spéciale à Rami Malek, voilà, qui est incroyable en Freddie Mercury. J'avais déjà beaucoup aimé dans Mr. Robot, mais là vraiment il est passé à un tout autre niveau en termes de jeu et je trouve ça incroyable. Les couleurs du film, vraiment tout est incroyable. Et puis la scène finale, sans spoil, c'est la scène du Live Aid, qui est un concert de charité organisé en 85 avec tous les plus grands artistes de l'époque. C'est un concert de 20 minutes où on a Queen sur scène qui joue tous ses plus grands morceaux, c'est incroyable. Pour tous les fans de Queen, de rock en général et de biopic, je vous conseille. De musique, ouais, tout court. De cinéma. Tous les fans, vraiment, n'hésitez pas, vous voyez ce film. S'il vous plaît, c'est un service que je vous demande. Mon film préféré de l'année n'est ni plus ni moins que L'île aux chiens de Wes Anderson, on peut applaudir, bravo. Pour ceux qui ont vu Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, c'est un peu dans le même délire avec du stop motion. Donc même voilà, c'est Gromit pour ceux qui ont vu. Donc c'est très intéressant et c'est à la fois de l'animation mais très réaliste. L'histoire est très touchante avec ce petit garçon qui cherche son chien, ça c'est le fil conducteur, et qui rencontre plein de petits chiens. Ça paraît un peu con, mais c'est doux, c'est très bien réalisé, c'est drôle, c'est frais, et puis la VF elle est incroyable, surtout Vincent Ladon qui interprète le chien principal, je sais plus comment il s'appelle. Film incroyable à voir absolument. Vous savez sûrement que je suis un grand fan de Wes Anderson, donc tous ces films je les mate et on a hâte de voir le prochain d'ailleurs, on va peut-être aller sur le tournage vu qu'il est à Angoulême, on espère. Foncez voir L'île aux chiens, même s'il est sorti il y a longtemps, foncez le voir, c'est une tuerie. Ouais, du coup, pour ce dernier film, mon film préféré, mon top 1, mon coup de cœur de l'année, c'est... Donc, Mission Impossible 6, Fallout, qui c'était un film que j'attendais beaucoup parce qu'on était allé sur le tournage l'année dernière avec Florian. On a pu assister à une scène. Et cette scène qu'on a pu voir dans le film, justement, c'était ouf de voir cette scène dans le film alors qu'on l'a vécu, on l'a vu où est-ce qu'il tournait. Bref, en tout cas, on était sur le tournage, on a pu assister à ça. Et c'est ça qui m'a donné envie déjà de découvrir les Missions Impossibles, parce que je les avais jamais vus, donc je les ai découverts il y a un an. Et les premiers ont un peu vieilli, c'est vrai, mais là, sur le 4, 5 et 6, il y a une histoire, un fil conducteur.
qui est ouf. Et là, le 6, c'était l'apogée de tous les Missions Impossibles. Je l'ai dit, c'est le meilleur Mission Impossible pour moi. Il y a les cascades, quand on sait qu'elles sont toutes faites par Tom Cruise. Je veux dire que tu as eu un coup de cœur pour ce petit acteur qui est Tom Cruise. Ah non, mais Tom Cruise, c'est l'acteur. Moi, C'est ton mentor. Je pense que c'est mon acteur préféré. Pourquoi? Parce que, comme dit, les cascades, il fait tout lui-même. Je veux dire, le mec, il a quel âge? Il est vieux. Oh là. Alors, je sais même pas quel âge il a. Il n'y a pas d'âge de Tom Cruise tout de suite ici. Voilà. Et pour son âge, il fait tout. Et je veux dire, les cascades du film sont ouf. On sait qu'il s'est pété le pied. Le mec, il s'en fout. Ouais. Je sais pas, un mois d'hospitalisation. Bah non, il retourne sur le tournage et il fait son truc. C'était juste une tuerie. Il a appris à piloter un hélicoptère juste pour le film. Il a failli mourir. Il a failli mourir plein de fois. On le voit dans les making-of, dans les scènes. Il y a une des scènes sur l'hélicoptère où il tombe de l'hélico. Mais c'était pas prévu et il s'est rattrapé. Il avait rien. Il était pas attaché. Et du coup, les gens ont tous cru qu'il était mort et lui s'est rattrapé et il a continué la scène. Et cette scène, vous la voyez dans le film. Ils ont gardé les rushs. C'est juste ouf. Et même l'histoire de ce film est super intéressante. Il y a du retournement de situation. Les personnages sont cool. Puis on retrouve un peu les personnages mythiques. Et puis la fin. Voilà, je veux dire, la fin est trop belle, je veux dire, j'adore ce film, j'ai envie de le revoir. Ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a plus ou moins les mêmes goûts en termes de cinéma, mais on a chacun des films qu'on préfère. C'est très différent. C'est très différent. Moi, c'est un biopic musical, on a un film d'animation et puis un blockbuster d'action, vraiment, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Mais c'est intéressant de voir comment les goûts et les couleurs, ça agit sur... Il y a quand même un blockbuster en tête d'un classement des meilleurs films. Ouais, mais après, c'est pas du blockbuster. Il le mérite, il le mérite, oui. Je m'en fous, très très bon film. Ah, il y a un petit coup de cœur pour un film qu'on a oublié. Ah, vas-y, attends. Pour Freestyle Freestyle, le film de l'année, on peut le dire. c'est bon celui-là, petite promo. Fallait le voir celui-là. En festival cette année, si jamais. Et surtout, dites-nous si vous aimez ce genre de vidéo où on parle de films, où on présente des films que vous connaissez peut-être pas, que vous avez envie de voir, qu'on a vu. On peut, pourquoi pas, faire des critiques, des trucs comme ça. Ça peut être très intéressant si vous aimez. Si vous êtes chaud tous les jeudis soirs à 23h06, on peut le faire. N'oubliez pas, pour nous retrouver, on est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. C'est ça. Voilà, LinkedIn. Non. Pas celui-là. Vous pouvez nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, de Mettez mettre la petite cloche pour avoir les alertes pour les nouvelles vidéos. Et puis nous, on repart pour de nouvelles aventures. Yes. C'est ça. On se retrouve bientôt. Ciao.